Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Donc à l'instant 45 minutes un peu plus même sur les matières premières, donc on peut en reparler si vous voulez, mais je pense que vous avez là l'essentiel. Non, nous on va se concentrer sur les indices boursiers avec des marchés actions américains qui commencent à reculer à proximité des sommets historiques. Alors c'est vrai qu'il y a eu des résultats d'entreprise, ça avait bien commencé la saison, puis en fin de semaine il y a eu des mauvaises surprises, donc voilà, ça commence un peu à vendre, mais bon, surtout on va regarder quelques graphiques de long terme. N'oubliez pas aussi les bougies mensuelles, vous pouvez les regarder puisque vous avez depuis vendredi dernier une clôture mensuelle. Concrètement sur les indices boursiers, une semaine qui efface l'autre, c'est ce qu'on a vécu en Europe, une avancée puis neutralisée, puis retour à la case départ. Pas évident de savoir ce que nous préparent les indices boursiers européens. J'ai essayé de décortiquer dans tous les sens Eurostock 50, DAX, CAC 40 sur l'horizon de temps hebdomadaire, et c'est pas évident. En tout cas, ça commence à compresser. Il y a peut-être un risque de décrochage, mais bon, il n'y a pas non plus. On manque d'éléments en fait. On est revenu à la case départ. Alors aujourd'hui, en Asie, moins 3% sur le Nikkei. En Europe, on est un peu sous pression, mais il n'y a pas de grosses variations dans la hiérarchie titre du CAC 40. Alors, ce que j'appelle la hiérarchie titre, c'est quoi? Vous prenez un palmarès des 40 valeurs du CAC pour constater que 80% des valeurs évoluent entre moins 0,26 et plus 0,50. Donc, c'est pas vraiment une séance significative. Voilà, le marché pour l'instant en Europe tient plus ou moins le choc. Alors on va tenter de répondre à cette question et ensuite on parlera largement du marché des changes et notamment de l'euro-dollar puisque l'euro-dollar s'attaque au 1,15 $, les fameux 1,15. Euh, Peut-il passer? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'euro-dollar remonte avec un dollar US qui est sous pression. L'euro ne baisse plus. L'euro ne baisse plus, hein. On l'a vu encore au mois d'avril avec les nouvelles mesures de la BCE, un programme en plus d'achat de titres de dette d'entreprise. L'euro ne baisse plus et le dollar US continue donc sa lente glissade. Le premier trimestre a vu la croissance économique ralentir aux États-Unis. Maintenant, ce mois de mai va voir la publication des premiers indicateurs d'activité du mois d'avril. Donc avril, mai, juin, c'est le second trimestre. Et là, forcément, il faut que ce second trimestre traduise un rebond de l'activité aux États-Unis. Sinon, le dollar s'enfoncera davantage. En l'état, si le second trimestre euh, ne, ne se traduit pas par un rebond de l'activité par rapport au premier trimestre aux États-Unis, la Fed ne montera pas ses taux en 2016. Même en décembre prochain, elle ne les montrera pas. Et là, forcément, le dollar US va continuer donc de baisser. Et c'est ça qui peut nous ramener un euro-dollar sur ces excès de août 2015. Rappelez-vous, 24 août 2015, c'était la Chine. Il y avait une crise, il y avait un choc de volatilité sur les places boursières chinoises ainsi que sur le yuan renminbi, ce qui avait porté l'euro-dollar jusqu'à 1,1713 $, je crois, avant de retomber violemment. Mais en tout cas, voilà, ce sont des niveaux de prix que ce marché pourrait potentiellement aller chercher. Il y a toujours une large majorité de vendeurs sur l'euro-dollar parmi les traders particuliers, donc 71% de vendeurs, net renforcement du pourcentage de vendeurs, alors que la tendance est haussière, en tout cas la semaine dernière, le marché a monté. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à deux événements fondamentaux. Le premier, très important pour le marché des changes, l'indice PMI manufacturier aux États-Unis selon l'ISM. Alors pourquoi? Parce que c'est un indicateur avancé qui porte sur le mois d'avril, et comme je vous ai expliqué, le mois d'avril, c'est un tiers du deuxième trimestre. Donc, ce deuxième trimestre, il fait débat. Pourquoi? Parce que si la croissance US ralentit au second trimestre par rapport au premier, ça, c'est ce qu'on appelle la récession. Deux trimestres consécutifs. Ce serait donc une mauvaise chose. En tout cas, voilà, ça aura forcément une importance forte. Et consensus qui attend 51,5. On aura la réponse donc tout à l'heure à 16 h. Et on le suivra. Sinon, aujourd'hui, ce qui est important à suivre, et je vais vous donner le lien, donc hop, c'est parti, du site de la Banque Centrale Européenne. Bon, décidément, je ne peux pas poster les commentaires. Depuis ce matin, j'ai un access denied. Voilà. Donc bon, je peux lire vos commentaires. N'hésitez pas à poster les commentaires. Je peux les lire, mais je peux pas les poster. Je peux rien rendre public. Mais je peux les lire. Donc au moins, je répondrai aux questions. Donc, et je peux pas non plus poster de lien. Alors je vais vous montrer le site. Ce sera plus simple. Voilà. Donc voilà, là vous êtes sur le site de la Banque Centrale Européenne. Et donc vous constatez que ce lundi 2 mai, il y a énormément de choses qui sont prévues. Alors, bon, il y a toujours des événements, des prises de parole de membres, ce qu'ils appellent les membres du board. Board member, donc ce sont les membres du comité de politique monétaire
de la Banque Centrale Européenne, donc la personne qui vote. Et donc aujourd'hui, bon, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, qui va donc s'exprimer à Francfort à 16 heures. Alors, c'est pas aujourd'hui une réunion de politique monétaire, il va s'exprimer dans le cadre d'un congrès bancaire, voilà, sur la Banque de développement asiatique, à Francfort, donc ce sera il va prendre la parole dans le cadre de la finance bancaire, à Francfort, à 16 heures. Bon, il y a quand même de quoi finalement impacter l'euro. C'est pas comme la dernière fois où il s'agissait de remettre un prix à des étudiants. Là, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur l'euro. Donc à 16 heures, donc attention. D'ailleurs, c'est lorsque commencera cette conférence de Mario Draghi que sera publié l'indice PMI manufacturier de l'ISM aux États-Unis. Donc le dollar US est sous pression. Attention, une chose, dans une tendance baissière, bon, on peut toujours trouver des supports, hein. Il y a en effet peut-être un support sur l'US dollar index, des choses comme ça, mais ça va, dans une tendance baissière, ça va créer moi ce que j'appelle du rythme de marché, donc des retracements, des petits rebonds, des choses comme ça, mais dans une tendance baissière, le risque c'est quand même de voir les supports cassés. Je vous remontre moi ce graphique de l'US dollar index DXY. Honnêtement, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a fait un double top sous 100 points. Donc c'est l'avantage de cet indice de vis, c'est qu'on a deux échecs sous 100 points. Donc c'est un chiffre rond en plus. En mars 2015 et en janvier et en décembre 2015, ça potentiellement pour le dollar US c'est compliqué. Alors c'est pas validé encore. La ligne de coup elle est à 92. Combien? Attendez, je vais vous dire ça. 92, 60, 92, 50. Et en cours de clôture c'est fait. En cours de clôture, je vais vous montrer. Et daily en plus, le dollar US a validé une structure de sommet. Alors, faut confirmer cette semaine. De toute façon, cette semaine, c'est le NFP. Faut confirmer. Alors, la chose, c'est quoi? Le NFP, s'il est bon, ça ne fera pas monter le dollar US. Ça fait longtemps que le bon NFP ne fait pas monter le dollar US. Tout le monde sait que l'économie US crée des emplois. Voilà, on le sait. Donc, c'est plus un facteur important. Par contre, si le chiffre est mauvais, c'est-à-dire que la Fed a rappelé donc la semaine dernière qu'elle qu'elle n'avait pas ses objectifs d'inflation. Voilà, pour tout un tas de raisons, elle s'inquiète de l'inflation. Mais pour l'emploi, ça va. Mais si l'emploi venait à produire des chiffres décevants ou en décroissance, alors là, autant vous dire que hausse de taux en 2016, il n'y aura pas. Ce sera à peu près certain. Et ça peut enfoncer le dollar US. Donc en fait, le NFP, c'est dans le meilleur des cas neutre pour le dollar US. S'il est très bon, voilà, on le sait, bon voilà, c'est pas une surprise. Par contre, attention donc à un mauvais chiffre. D'autre part, d'autant plus qu'il s'agit des chiffres de l'emploi au titre du mois d'avril. Comme je le rappelais, c'est un tiers du second trimestre. Et là, après le premier trimestre de l'économie américaine, les économistes n'ont Dieu que pour ces indicateurs d'activité du T2, parce que tout le monde attend une forte reprise de l'activité au T2, mais si c'est pas le cas. Donc voilà, et donc aujourd'hui, lundi 2 mai, c'est le tout premier chiffre du deuxième trimestre, l'ISM, le PMI du mois d'avril. C'est le tout premier chiffre. Donc on entre dans le vif du sujet de ces indicateurs d'activité qui vont avoir un impact fort sur la devise américaine. Alors, voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer sur le site. Je vais le réduire. Alors maintenant, on va en revenir aux indices boursiers et ensuite on regardera quelques graphiques. Donc le SP500, le Dow, bon, clairement on a changé de rythme, on avait une belle phase haussière linéaire. Le SP500 a tapé 2116, là il rebaisse, mais au final, j'ai une hypothèse, mais je ne sais pas vers quoi ça nous mène, donc ce ne sera pas non plus forcément très utile, mais malgré tout, sur le Dow, ici, en données journalières, sur le Dow Jones, donc le CFD US 30 et le SP500, donc le CFD SPX 500, il y a des espèces de structures en porte-voix, légèrement ascendantes. C'est la pire des figures chartistes, c'est volatile, on ne sait pas trop où ça nous mène. Il y a deux possibilités, soit les indices US repartent à l'assaut des sommets historiques. C'est vrai que généralement, un indice boursier américain, bon, ça fait rarement 10 séances consécutives de baisse. Bon là, on a enchaîné 2 séances consécutives de baisse. On tient finalement des petites lignes de tendance. Bon, soit on a fait le point haut. Voilà, et donc on n'ira pas taper le sommet historique. Bon,
je regarde la moyenne mobile à 50 jours ici sur le SP500. Je vais, voilà, je vais mettre la même sur le dos. Et après, je vais vous montrer les indices boursiers européens, là où je m'inquiète un peu plus. Mais bon, pas encore. Et voilà, bon, on tient des on tient des supports, voilà, sur les indices US. Donc potentiellement, ça pourrait rebondir. C'est vrai qu'il y a eu vendredi une mauvaise séance avec des déceptions sur les résultats. Bon, voilà. Alors, les indices européens, le DAX, non, déjà l'Eurostock 50 en weekly. Franchement, bon, j'ai là en bougie japonaise hebdomadaire toute la baisse depuis avril 2015. Parce qu'en fait, on est en tendance baissière. Vous avez des canaux baissiers là depuis le printemps 2015. Et là, nous sommes au printemps 2016. Donc, un an. Un an finalement que les marchés actions européens reculent. Euh, Depuis début février, on est remonté. Mais finalement, ça peut être simplement une jambe d'évolution dans le canal baissier. Je ne vais pas forcer le chartisme, mais regardez, l'Eurostock 50, il y a eu une semaine de hausse mi-avril. Et la semaine dernière, une semaine de baisse, on est revenu à la case départ. Je ne sais pas si en fait on est en train de construire une espèce de biseau. Donc ça forcément, c'est à terme quelque chose de baissier. Mais en même temps, on voit là en début de semaine une stabilisation sur ce qui finalement est le point bas du marché du range depuis 2 semaines. Ici donc sur l'Eurostock 50. Le DAX qui pour l'instant n'a pas cassé de support horizontal, 9940. Donc petit canal haussier mais dans un grand canal baissier. C'est vrai que la semaine dernière c'est quand même en terminologie japonaise, des avalements baissiers, mais bon, sur le CAC c'est un peu plus limpide. On n'a pas confirmé finalement sur le CAC la cassure des 4500. On a fait un plus haut à 4616. Alors, ce qui est intéressant sur le CAC 40, c'est qu'en fait, on est allé rechercher presque, à peu de choses près, le 0% de performance annuelle. C'est-à-dire que bon, le cours de clôture du 31 décembre 2015, c'était à peu de choses, c'était 4620, 4630, quelque chose comme ça. Donc pour le CAC, on a échoué à proximité du 0% year to date. En fait, j'ai pas envie de vous dire que ce sont des biseaux sur les indices européens parce que forcément c'est une lecture hyper baissière et à coup sûr ça va remonter. Donc voilà, mais tout de même, ne faut pas écarter cette hypothèse et au final, la meilleure chose à faire, c'est finalement de tracer une ligne de tendance haussière, donc du chartisme standard de base, depuis le point bas des marchés en février. Prenez la ligne qui attrape tous les creux depuis début février. Si elle cède, et ben c'est qu'on a eu simplement quelques semaines de reprise, mais dans un gros canal de baisse depuis le printemps 2015. Donc voilà, pour le DAX, voilà, on a cette ligne de tendance en weekly qu'on retrouve bien sûr aussi, je vais la tracer proprement sur l'Eurostoxx 50. Mais potentiellement, ouais, c'est sûr que c'est pas. Donc au final, tant qu'on les tient, ces lignes de tendance, pourquoi pas, mais en fait sur l'Eurostoxx 50, le problème c'est que c'est pas un canal, donc on a quand même ici une ligne là-haut. Hein. Ça fait, c'est un peu différent de cette phase-là, mais ça fait quand même un peu biseau. Bon, c'est pas évident. Alors maintenant le DAX en intraday. Le DAX en intraday, on est toujours dans un canal de baisse en H4 depuis le 21 avril. 21 avril, c'était quand ça? C'était. Ok, c'était il y a 10 jours, donc en conso. Et puis donc, moi, c'est cette ligne de tendance dont je viens de vous parler en weekly, hein, qui attrape le plus bas de février et le plus bas d'avril. Et là, finalement, on évolue dans ce petit canal de baisse. Pour regarder les moyennes mobiles qui sont utiles pour le day trading ou le swing, la 20 fois H4 et la 50 fois H4, en orientation baissière dans ce petit canal de baisse H4. La 20 croise sous la 50, l'alignement prend le profil du marché baissier ici sur cet horizon de temps. Bon. Alors par contre, en intraday, c'est possible qu'on remonte chercher le haut du canal, mais que ça échoue ici. Bon, par contre, si on en sort par le haut, ok, ça repartira. Parce que, encore une fois, en weekly, voilà, on a effacé les gains de l'avant-dernière semaine d'avril, mais finalement, on n'a pas cassé de gros support weekly. Bon, le DAX, il est simplement revenu à la case départ. Je vais me mettre ici en cours de clôture. Vous allez voir de quoi je parle exactement. Voilà, c'est ça, hein, c'était le cours de clôture, c'était le plus haut en clôture
de la troisième semaine du mois de mars. Donc on est toujours dans ces canaux de reprise. Mais donc attention potentiellement à cette lecture en biseau. Alors le Nikkei. Alors forcément le Nikkei qui a perdu 3%, gêné par, par le renforcement du yen. Sorti par le haut d'une figure, il la réintègre, forcément c'est baissier. Bon, lui il est en souffrance. D'ailleurs, je pense que là aussi on peut procéder de la même façon, mais lui honnêtement, je vais tracer une ligne de tendance, ça fait presque même un espèce de drapeau, un gros drapeau, hein, un gros canal, mais potentiellement très baissier tout ça. Hop. Ouais, on a quelque chose comme ça, donc forcément si on sort par le bas de ça, c'est moche. Sur le Nikkei, c'est potentiellement très moche. Si je me mets en... Ah, honnêtement, le chandelier hebdomadaire, donc la bougie japonaise weekly du Nikkei la semaine dernière, c'est violent, c'est très très violent. Un énorme avalement haussier, une couverture en nuage noir des deux précédents chandeliers de reprise, mais on est toujours dans ce canal. C'est un peu comme les indices boursiers européens. Si vous prenez la ligne de tendance haussière qui attrape tous les creux depuis la reprise des marchés début février, finalement elle n'a pas cédé. On est revenu dessus, ou à proximité, violemment, mais elle n'a pas cédé. Et moi je me méfie en fait beaucoup de ces indices boursiers. C'est des marchés, l'analyse technique, il faut parfois s'en méfier parce qu'il y a des déterminants fondamentaux, les banques centrales, des choses comme ça, qui peuvent vraiment malmener l'approche purement technique. Alors, bon, écoutez, voilà pour les indices boursiers, c'est concrètement tout ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est pas évident. Juste en intraday, le DAX, bon, je pense qu'on peut éventuellement remonter dans le bas de ce petit canal H4. Mais voilà, pas grand chose à dire. Le Bund, alors le Bund, lui, profite de cet attrait, de cette aversion au risque pour se stabiliser. Une hypothèse d'ici d'une structure en triangle, au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Bon, il n'y a pas de div, il n'y a rien de particulier. L'idée c'est quoi? Bon, le marché dérive à plat. Euh, Est-ce que réellement on peut rebasculer sous les plus bas d'avril 2015, donc les plus bas, les plus hauts de l'année dernière? Je pense pas. On a ici une ligne de tendance que je vais essayer de tracer bien proprement. Et je pense que le premier test, c'est vraiment du chartisme, hein. Devrait provoquer une impulsion. Alors, je vais voir si je la trace comme ça, ce que ça donne. Voilà. Donc surveillez cette ligne de tendance, elle est propre. 1 point, 2 points, 3 points. Donc elle a déjà produit un effet positif. Donc là, elle est tracée sans tricher, hein, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'outil pour coller automatiquement. Donc je pense qu'on peut, c'est pas réellement un triangle, mais on a une compression. Et au moment où le marché va tester la ligne de tendance, à ce moment-là, connaître une impulsion positive, qui peut être liée par exemple à un recul additionnel des indices boursiers européens. Avec donc le risque de voir finalement les avalements baissiers de la semaine dernière, parce que finalement on a eu un avalement baissier. Mais la chose c'est qu'un avalement, il faut le confirmer. Regardez par exemple ici sur le DAX, dernière semaine de novembre, avalement, on l'a confirmé, et puis on a eu une grosse phase baissière. Cette semaine, c'est ça l'enjeu, hein, c'est de le confirmer ou pas. Et finalement, le premier support à 9940, s'il cède en weekly, fort à parier quand le marché viendra tout en bas. Pour l'instant, ça tient. Alors, je vais ouvrir la disposition sur le Forex. Hop. Le son, c'est parfait. Voilà, donc l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, je vais vous montrer deux choses. Trois, en fait. La première chose, premier argument, ce sont les indices de devise, les deux indices dollars. Alors, celui du FXCM, le dollar, US dollar officiel, et j'ai d'autres choses que je suis en train de vous rassembler comme arguments. Alors, ces arguments mettent en avant le risque haussier, hein, de l'euro-dollar. Vous connaissez de toute façon le point de vue depuis le 10 mars dernier. Donc là, on teste les 1,1495. C'est une résistance, c'est un fait, c'est une résistance, mais il y a un momentum haussier. Voilà. Et finalement, on est sous l'influence
de ce qui était presque un piège baissier le 22 avril, lorsqu'on repasse sous 1,1260, et en fait on a réintégré tout de suite. Donc forcément derrière, c'est puissant. Si vous regardez l'US dollar index de FXCM, en données journalières, alors certes, donc, on prévient donc qu'il y a un support, mais dans une phase de baisse, ça me rappelle un peu l'USD4 finalement. Ok, il y a un support, mais dans une tendance baissière, le support, éventuellement un petit rebond, un petit retracement, mais dans une phase de baisse, les supports sont faits pour être cassés. Alors, sur l'US dollar index de FXM, on a ce niveau intermédiaire à 11 732, qui là ne me permet pas encore de rebondir. Alors, de toute façon, on n'a pas les fondamentaux pour, en session européenne, session US n'est pas ouverte, et puis ça dépendra du PMI de toute façon. Donc c'est encore possible que ce support permette de revenir tester la résistance à 11 789, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et d'autre part, je vais me remettre donc en données hebdomadaires sur l'US dollar index de FXM toujours. La semaine dernière, c'est une cassure technique encore. Et l'idée, c'est à terme de revenir chercher ces 11 634. Donc là, qui sont pour le coup un gros niveau, mais le prix baisse, le RSI weekly recule, il n'y a pas de div, il n'y a rien. Donc vraiment dollar US qui continue d'être sous pression. Alors maintenant, qu'en est-il des paires en dollars? Je reviens sur le taux de change euro-dollar en données journalières. Donc en effet, de toute façon, entre 1,14 et 1,17, on peut trouver des résistances partout, c'est normal, c'est grosso modo la partie haute du range depuis un an et demi. Alors, une fois on est allé taper les 1,17, c'était en phase de stress relatif au marché boursier chinois en août dernier. Puis parfois on est venu taper juste un 15, comme par exemple ici en octobre 2015. À chaque fois il y a eu un rejet. Le marché est remonté à 1,1480, 1,1450, c'était début avril, rappelez-vous. Puis on a fait un petit range, finalement ça a baissé. Puis derrière, il y a eu une fausse cassure des 1,1260 qu'on a réintégré, là ça remonte, du fait du dollar US. Il n'empêche, les 1,1495 et 1,15 sont une résistance, ça c'est certain. Mais le momentum il est haussier, et je vais vous montrer les données du Speculative Sentiment Index de FXM. Voilà, donc je me concentre sur les 5 bougies japonaises journalières de la semaine dernière. Donc voilà, le lundi, le mardi, le mercredi. Donc c'était plusieurs séances consécutives de hausse. Il y a eu donc une explosion des positions short. Donc bon, ça, du point de vue de l'analyse contrarienne, c'est un facteur de hausse. Donc ça, ce sont les toutes dernières données du SSI. Après, encore une fois, dans le cas d'une stratégie trading, un 15 c'est une résistance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter un 15. On ne peut pas acheter une résistance sur l'euro dollar. La semaine dernière, il y avait tout un tas de stratégies possibles, on le sait, on les a suivies plus ou moins ensemble, des lignes de tendance, des choses intéressantes, des cassures de résistance. L'euro-dollar donnait quelques signaux positifs. Là, on tape un 15. Ce qui, moi, me marque, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de rejet. Alors que c'est quand même une forte résistance. Plus je vois ça, plus cela me conforte dans cette anticipation que j'ai depuis quelques semaines, à savoir un euro-dollar qui remonterait chercher ses excès du mois d'août dernier. Donc il y a 1,16 c'était le cours de clôture, 1,1615, il y a eu la vol haute, c'était 1,1713. Bon, c'est de toute façon une zone à forte volatilité. Toute cette bande ici, entre 1,15 et 1,17, c'est presque l'inconnu à propos de la façon dont les capitaux vont se distribuer. C'est-à-dire que c'est une zone tellement forte que, je sais pas, ça peut motiver des hedge funds FX par exemple à vendre des gros tickets, ou au contraire, peut-être que ces hedge funds FX vont se mettre à attaquer la résistance pour passer. C'est probablement une zone de prix aussi que suit la Banque Centrale Européenne, parce que l'euro-dollar se maintient en dessous depuis un an et demi. Et forcément, voilà, techniquement, on sait que si on dépasse cette zone, l'euro-dollar pourrait remonter davantage. Donc on peut envisager que la Banque Centrale Européenne, cet après-midi on a Mario Draghi qui parle, qui cherche avec les mots à avoir un effet sur le change. C'est pour ça aujourd'hui, ce qui va être compliqué pour le day trading euro-dollar, c'est qu'à 16h, vous avez à la fois l'indice PMI manufacturier aux États-Unis en avril. Déjà, s'il est bon, l'euro-dollar baissera. Mais imaginons qu'il soit mauvais, décevant.
ça soutiendrait l'euro-dollar, mais au même moment, Mario Draghi parle à Francfort. Euh, il peut utiliser des mots pour agir sur l'euro, donc on peut avoir une neutralisation. C'est ça qui est un peu embêtant cet après-midi par rapport à cette statistique américaine. Ce qui est certain, c'est que la séance du jour, qui peut paraître finalement assez anecdotique en Europe, parce qu'il n'y a pas beaucoup sur le marché action, les amplitudes de variation sont assez réduites. Mais regardez sur l'euro-dollar, à chaque fois qu'on s'est présenté dans cette zone, en données journalières, il y a eu une réaction quasi immédiate. On n'a pas tergiversé pendant 2 semaines. Ici, le 15 mai, on a eu un rejet le lendemain. Le 18 juin, on a eu une mèche haute, ça a coulé. Ça, ce sont les excès du 24 août. On y revient le 17 septembre, avalement baissier dans la foulée. Et idem, le 14 octobre, on y revient et avalement baissier dans la foulée. Donc là, on y revient. On n'a pas encore la forme définitive du chandelier du jour, mais ce que je veux simplement dire par là, c'est qu'on va avoir besoin, la zone est tellement importante, probablement de 2 bougies japonaises journalières. Parce que l'ancienne configuration, c'était un test de la résistance et dès le lendemain, la vente. Là, si le marché enchaînait 2 bougies japonaises positives, ce serait une nouvelle donnée technique, et là, pourquoi pas croire à aller chercher un 17. En tout cas, voilà, les 1,14 étaient une forte résistance, on les a passés, donc on a un beau chandelier de cassure haussière le 29 avril, mais la zone est tellement importante que 1,15 est aussi une forte résistance, tout comme les 1,16 et tout comme les 1,17. C'est au-dessus d'un 17 que là, par contre, si le marché avait la puissance de passer, on irait chercher un 20 voire davantage. Donc elle est compliquée, cette zone de prix ici pour l'euro-dollar. Je vais juste regarder passer en vue le volume d'échange. Bon, si vous regardez l'euro-dollar, le volume d'échange réel en données journalières ici, depuis, allez, on va dire, voilà, depuis le début du mois d'avril en fait, bon, il n'est pas exceptionnellement élevé. Regardez, ça c'était le volume donc, de la BCE, là il y avait quand même beaucoup plus de volume en février dans les premières phases d'avancée. Voilà. Pour casser un jour le haut du range, de toute façon, si ça doit se faire, ce sera avec un gros volume. Donc voilà, je pense que ça bataille toujours ferme entre les partisans, je dirais, de l'an. Attendez, je vais juste essayer d'enlever ça. Voilà. Donc entre les défenseurs de l'ancien modèle, l'ancien paradigme, c'était la divergence des politiques monétaires. Voilà. La BCE, la Fed, les perspectives restrictives pour l'une, les perspectives accommodantes pour l'autre, donc l'euro-dollar baissier. Mais sauf qu'au fond, en Europe, les taux sont à zéro, peuvent pas, voilà, ça ne peut pas baisser plus. Et aux États-Unis, la Fed n'a pas confirmé pour l'instant sa première remontée de taux. Donc le spread est stable. Donc au final, c'est pour ça que l'euro-dollar remonte. Le spread de marché est stable sur le marché des taux. Euh, et, euh, et voilà. Alors, je vais juste me mettre en données 4 heures sur l'euro-dollar. On n'a pas encore fait précisément 1,1495. Là, c'est quand même sacrément vertical. Oui, donc, alors, la question que je me posais ce matin, c'est peut-on avoir un pullback sur 1,14? C'est tout à fait possible. On ne le sait pas. Ça dépendra des chiffres. C'est comme ça. Ce que je veux simplement dire, c'est que un chiffre qui sera à peu près correct pour l'économie américaine, qui créerait juste du rythme de marché, donc un mouvement pas trop violent. Si on revient sur un 14, ça peut être un support pour une entrée. Forcément, derrière, si le chiffre est décevant, on peut s'attendre à une cassure dans la foulée de la résistance. Mais là, c'est compliqué de payer sous résistance de toute façon. Et sur cassure, c'est pas forcément conseillé sur le taux de change euro-dollar, puisque ce que j'ai tenté de vous rappeler depuis quelques minutes, c'est que cette bande de 200 pips, donc entre 1,15 et 1,17, c'est une bande de prix d'hyper-volatilité sur l'euro-dollar. Donc on peut avoir des pièges en cassure. Ça peut tenter de briquer puis réintégrer tout de suite. Donc je me méfie énormément de cette bande de prix. Celle ici que je vais situer donc précisément entre 1,15 et 1,17. Et c'est vrai que pour l'instant, les données du Speculative Sentiment Index invitent plutôt à croire que le marché pourrait justement à nouveau y rentrer dans cette zone et aller chercher la partie haute.
Alors, le GBP USD, donc en weekly, hein, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, Sébastien Dateca nous l'a rappelé. On a validé une structure de creux qui est propre. 1,49 $, c'est l'objectif théorique, quelque chose qui peut être atteint avant l'organisation du référendum là, sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Si vous vous mettez d'ailleurs en cours de clôture weekly, le premier support weekly, donc on a dépassé le cours de clôture ici de février, c'était 1,4519, oui voilà. Donc au final, je pense que là on va un peu marquer le pas sur le GBP USD, changer simplement de rythme. 1,4519, est-ce qu'il s'agit déjà d'un bon support pour se placer long à nouveau, hein, accompagner la tendance sur le câble? Moi j'aurais tendance à dire oui. Voilà, 45,19, c'est un support. Je vois mal le câble faire un pullback à 1,44. Après bon, pourquoi pas, mais ça me paraît trop profond. Donc davantage un range au-dessus d'un 45, le temps de laisser aux moyennes mobiles, leur laisser le temps de remonter. Si vous prenez du recul sur le GBP USD, la dernière fois que ces moyennes mobiles journalières 20 et 50 ont eu une orientation haussière, ça remonte à l'été dernier. Donc voilà, là je pense que vraiment ce marché peut, après une phase de pause, remonter vers 1,49. Mais la phase de pause, combien de temps peut-elle durer, je ne sais pas. Mais 1,45 m'intéresse pour un long. Alors l'AUD-USD, cette ligne de tendance est intéressante. Je vais juste aller vous chercher les données du Speculative Sentiment Index. Donc regardez en données hebdomadaires sur l'AUD-USD, c'est quand même une grosse ligne de tendance. En données hebdomadaires, regardez cette ligne de tendance baissière, ça peut être l'objectif final. Et c'est vrai que ça passe à 0,80. Bon, le SSI est globalement neutre sur la UD. 52% de position short, mais voilà, 52% de position short, donc c'est pas. On n'a pas vraiment beaucoup d'enseignements. Bon, je vais me remettre en données 4 heures. D'un point de vue purement chartiste, la ligne de tendance m'intéresse encore une fois pour le principe du premier test. On peut revenir chercher la ligne de tendance, ne croyez pas qu'on n'ira pas. S'il y a là le début d'un rebond, ça ne veut rien dire. Voilà, cet après-midi, bon, on a eu déjà cet après-midi un dollar US qui rebondit un peu avec un ISM pas trop mauvais. On ira chercher la ligne de tendance. Ou l'autre possibilité, c'est de dériver à plat, au-dessus de la trendline haussière et en dessous de celle qui est baissière depuis les 0,78. Et puis après sortir, s'extraire donc de la compression. Attention, il n'y a pas de divergence haussière sur la USD en H4, puisque vous avez en effet deux creux ascendants sur le RSI H4, mais vous avez aussi deux creux ascendants sur le prix. Donc il n'y a rien. USD Yen, toujours baissier, pas de divergence haussière standard, donc attention, ça ce n'est pas une divergence haussière standard, mais au contraire toujours sous l'influence d'une diff cachée. L'idée, c'est toujours pareil, c'est de viser 105,20. Le niveau des 105,20 qui correspond donc à cet important niveau de chartiste de l'année 2013. Voilà, première résistance. Bon, je vais juste regarder si en données 4 heures on peut tracer quelque chose, mais honnêtement, avec le chandelier de la BOJ de la semaine dernière, ça va pas être évident de tracer des figures chartistes. Juste laissez-moi voir si un petit canal sera adapté, je suis même pas certain. Même pas. Pour l'instant, voilà, ça reste faible. On est toujours sous les premières résistances, voilà, il n'y a pas de. Voilà. Euro GBP, la baisse est terminée. Alors, l'euro GBP, ça m'intéresse. Et ça, justement, ça fait partie des éléments, des arguments qui me font dire que l'euro dollar, il va aller chercher un 17. Alors, pas demain, pas après-demain, peut-être, je sais pas. Mais en mai. Voilà. Je suis pas obligé de prendre ce risque-là parce que c'est vrai que j'ai été aussi depuis 2 mois maintenant pour viser cette zone à 14, 15. Et là maintenant c'est une zone d'hyper volatilité, une bande de 200 pips, un 15, un 17 dans lequel tout peut se passer. J'aurais tendance à dire qu'on va aller chercher le haut de la bande. Regardez l'euro GBP. Alors que le GBP USD a quand même du potentiel à terme. Ici, vous avez sur l'euro GBP
une énorme divergence haussière cachée. Mais elle est en données journalières et elle est vraiment, elle saute aux yeux. Elle est, faut pas la louper celle-là. Vous l'avez là. Donc ça, c'est un facteur de force de l'euro avant d'être la faiblesse du GBP. Le GBP est en forme. Proximité des 0,77, donc on s'est repris. Moi je vais me mettre en données hebdomadaires sur l'euro GBP, donc on la voit là, la divergence haussière cachée. Ça relance. Je suis optimiste sur la capacité de l'euro GBP de remonter. Donc là c'est plutôt l'euro, clairement l'euro. Alors est-ce qu'on peut payer cet euro GBP? Est-ce que je peux vous conseiller une stratégie? Alors, on vaut 78,59. Le plus bas c'est 77,34. Ça c'est certain. Mais ici on a fait un petit range daily. 1, 2, 3, 4 chandeliers. Et on a fait un avalement vendredi. Donc on est sorti avec un avalement de ce petit range daily. Je vais prendre le cours de clôture du range. C'était 0,7780. Donc 0,7780. Non, précisément c'est 0,7783. Concrètement, si on a vraiment une divergence haussière cachée, si je ne me suis pas trompé de lecture, le marché ne doit pas repasser sous 77,83. Alors forcément, si cet après-midi Draghi sort quelque chose et que l'euro s'effondre, forcément là, l'approche aurait été complètement erronée. Mais voilà, l'euro a du potentiel. Réfléchissez sur les 2 derniers mois, on a eu quand même un QE2, des taux davantage négatifs, un refit à 0, TLTRO, un programme d'achat de titres, obligations d'entreprise. Mais ça ne fait pas davantage baisser les taux en Europe, les taux sont déjà à 0 de toute façon. Qu'a fait finalement en mars et en avril l'euro-dollar? C'est ça qui est étonnant, mais il a pris 700 pips de hausse alors qu'on avait tous les fondamentaux pour que ça baisse. Donc pour ça, moi, l'euro, je pense qu'il a fait un bottom important. Donc sur l'euro GBP, la gestion du risque là, je suis un peu gêné parce que moi franchement d'un point de vue de chartiste, le stop je le mettrais sous 77,83. Ça fait quand même 80 points de risque. Donc là j'arrive un peu après la bataille, c'est dommage. Puisque ce matin on a fait un petit chandelier, on était un peu plus bas, c'était intéressant. Mais moi franchement en swing, ça fait un risque de 80 points. Si c'est vraiment une div haussière cachée et que l'euro est fort, on va remonter à 0,81. Donc il y en a 300 pour en perdre 80. Après voilà, c'est pas un trade qui est adapté à tous les comptes de trading. Mais voilà. Et par contre, il faut mettre le stop sous 77,83. Mais c'est impératif parce qu'il n'y a rien de pire que d'invalider une div baissière, une divergence cachée potentielle. Parce que la div cachée, elle est dans le sens de la tendance, mais si vous l'invalidez, si le marché l'invalide, le contre-pied est violent. Le contre-pied sera très violent. Donc voilà, sous 77,83, j'arrête. NZD-USD, tout va bien pour ce marché. Ça repart, on a finalement réintégré 0,69. On a enfin une cassure weekly. Bon, je pense qu'on va remonter à 70,53. Mais je ne me prononcerai pas davantage parce que bon, c'est le NZD-USD et que le dollar n'est pas évident. N'oubliez pas la nuit prochaine la Banque de réserve d'Australie. La nuit prochaine. Alors GBP USD. Donc alors en effet, alors Sébastien, donc euro-dollar meilleur cheval qu'euro GBP, car USD casse un support majeur. Si euro est fort, GBP est fort, GBP sera peut-être dans un rouge. Oui, donc moi de toute façon, oui forcément. Après la chose c'est quoi? C'est que dans le cadre d'une stratégie de day trading, donc là je réponds Sébastien a posté un message que je ne peux pas rendre public, mais concrètement Sébastien d'ATK donc dit que l'euro-dollar serait un meilleur cheval que l'euro GBP. En tendance probablement. Après, dans le cadre d'un point de marché ici intraday, donc de day trading, l'eurodoll il est à 1,15. 1,15 c'est une résistance, c'est difficile d'arriver à le prendre sous une résistance. Alors que l'euro GBP il décolle à peine d'un support. C'est juste ça en fait qui m'intéresse.
c'est sûr que le dollar US est clairement en souffrance. En grosse souffrance, le dollar US. Voilà, bah écoutez, je pense avoir de toute façon balayé tous les actifs. Encore mille pardons, je ne peux pas poster les questions, mais ce sera probablement résolu cet après-midi. Donc je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider, où on va se concentrer sur l'indice PMI manufacturier aux États-Unis. Merci à tous.